Mon père m'a raconté que dans la pension de famille tenue par sa mère, des coquilles de Saint-Jacques remplaçaient les cendriers. Le soir, il les vidait et les plaçait sous l'eau pour les laver. La cendre s'incrustait dans les rainures et il devait insister du bout de ses doigts pour les nettoyer. L'odeur du tabac mouillé montait jusqu'à ses narines. Cette odeur, c'était l'odeur de l'homme qui n'était pas encore. C'était aussi l'odeur de tous ces hommes qui, accoudés au comptoir, prenaient l'apéritif et parlaient l'arabe. Un jour, alors qu'il jouait avec le briquet de l'un d'eux, il reçut une tape sur la main. Il en fut très vexé. L'homme s'en aperçut et pour se faire pardonner, lui tendit le briquet. Mon père refusa de le prendre. Donc il posa le briquet sur une chaise et lui demanda de le rapporter. Mon père, à cette époque, il n'était pas plus grand que le dossier de la chaise, mais il se mit en peine de rapporter la chaise sans toucher au briquet. Un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre un peu de thé. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Machinalement, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentive à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l'appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Quel pouvait être cet état inconnu ? Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère, j'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine.
Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Puis, une deuxième fois, je fais le vide devant lui. Je remets en face de lui la saveur, encore récente, de cette première gorgée, et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel lié à cette saveur. Mais il se débat trop loin, trop confusément, à peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme. Lui demander de me traduire le témoignage de son inséparable compagne, la saveur. Lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir ? Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté. Redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit ? 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin incomberait, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. De ces souvenirs abandonnés depuis si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des autres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir.
clamavitate Dominus, Dominus, exaudia voce meam, Dominus, in dia vere, in dia ne profundis clamavitate Dominus, Dominus, exaudia voce meam, Dominus, in dia vere, in dia